Salut à tous ceux et celles qui regardent et soutiennent cette chaîne Smart SVT. Aujourd'hui, je vais partager avec vous la correction détaillée d'un exercice que j'avais proposé, qui a été accepté et donné à l'examen national en 2014. L'exercice concerne l'unité 1, consommation de la matière organique et flux d'énergie. Donc, il a été proposé pour l'option PC, mais qui peut être exploité également par les deuxième année SVT. Et bien sûr, la vidéo vise comme objectif apprendre à répondre aux questions de la partie 2, c'est-à-dire raisonnement scientifique et communication écrite et graphique, qu'on trouve dans les contrôles continus ou bien dans l'examen national. Alors, voici l'exercice en entier pour ceux qui veulent prendre une capture d'écran, réfléchir aux questions avant de consulter le corrigé détaillé. Alors, commençons par lire d'abord l'énoncé de l'exercice et commençons par la partie 1. L'ATP constitue la molécule qui fournit directement l'énergie nécessaire à la contraction musculaire. Et tout défaut de renouvellement de l'ATP peut causer certaines maladies musculaires. C'est le cas notamment d'une personne chez laquelle on a diagnostiqué une asthénie musculaire et une grande fatigue accompagnée d'une acidose lactique, c'est-à-dire une accumulation d'acide lactique dans le sang. Pour comprendre les causes de ces symptômes, on propose l'exploitation des données suivantes. Après isolement des mitochondries à partir des fibres musculaires de cette personne, on prépare une suspension mitochondriale riche en oxygène à laquelle on ajoute un donneur d'électrons et de protons qu'on note TH2, c'est l'équivalent de NADH+ et FADH2. Et on suit l'évolution du taux d'oxygène moléculaire ou bien dioxygène dans la suspension, comparé à une suspension mitochondriale normale. La figure A du document 1 montre cette évolution et la figure B montre le fonctionnement normal de la phosphorylation oxydative. Alors voici la figure A du document 1 avec les deux courbes, l'une chez une personne normale et l'autre chez la personne malade. Et voici la figure B du même document qui montre la phosphorylation oxydative. Alors, première question possible, petit a, comparer la variation du taux d'oxygène dans les deux suspensions. Petit b, expliquer, en vous aidant de la figure B, la variation du taux d'oxygène observé dans la suspension mitochondriale normale. Alors, résumons d'abord l'expérience à notre manière sous forme de schéma simple. Alors, qu'est-ce qu'on a dans l'expérience? Une suspension mitochondriale, des mitochondries normales, avec une solution riche en oxygène, et on va ajouter à un certain moment TH2, le donneur d'électrons et de protons. Et on va utiliser un oxymètre qui va nous permettre de mesurer le taux d'oxygène. Dans une deuxième solution, on va mettre des mitochondries du malade, de la personne malade, toujours avec une solution riche en oxygène à laquelle on va ajouter TH2 et grâce à l'oxymètre, on va mesurer le taux d'oxygène. Maintenant, on va exploiter les résultats. Une manière simple et logique d'exploiter la figure A, c'est de subdiviser le graphe en deux domaines, de 0 jusqu'à 3 minutes, c'est-à-dire avant l'ajout de TH2, avant l'addition de TH2. On constate que le taux d'oxygène reste élevé, premièrement, il reste constant, deuxièmement, et il reste identique dans les deux suspensions mitochondriales. Le deuxième domaine, représenté ici en bleu, on constate deux choses. D'abord, le taux d'oxygène diminue dans la suspension mitochondriale normale, alors qu'il reste constant et élevé dans la suspension mitochondriale de la personne malade. Et donc, on peut dire
que les mitochondries normales consomment l'oxygène en présence de TH2 après avoir ajouté TH2, alors que les mitochondries de la personne malade ne peuvent pas consommer l'oxygène, même en présence de TH2. Ainsi, on peut répondre à la première question, petit a. On observe d'après le document 1 qu'avant l'ajout de TH2, c'est-à-dire l'addition de TH2, qui est le donneur d'électrons et de protons, le taux d'oxygène reste élevé, constant et identique dans les deux suspensions mitochondriales. Après l'ajout de TH2, le taux d'oxygène diminue fortement dans la suspension mitochondriale normale, alors qu'il reste élevé et constant dans la suspension mitochondriale du malade. Alors, exploitons la figure B pour répondre à la question 1b, dans laquelle on nous a demandé d'expliquer la diminution du taux d'oxygène dans la suspension mitochondriale normale. Alors, on va commencer par chercher l'oxygène. Le voici dans la figure B. Et on voit que l'oxygène est transformé en H2O en acceptant des électrons et des protons. Les électrons viennent du complexe C4, c'est-à-dire que l'oxygène a subi une réduction. Donc l'oxygène subit une réduction par le complexe C4 et se transforme en H2O en gagnant des électrons et des protons, ou bien en acceptant des électrons et des protons. Alors, quelle est l'origine de ces électrons et ces protons? Si on suit les électrons, on va tomber sur NADH+. Et dans notre expérience, c'est TH2 qui joue le rôle de NADH+, c'est-à-dire le donneur des électrons et des protons, qui va être oxydé. Donc le TH2, qui est le donneur des électrons et des protons, qui joue le rôle de NADH+, va subir une oxydation. Les électrons résultant de cette oxydation, ils vont être transportés de NADH jusqu'à l'oxygène, qui sera réduit en H2O. Et ce transport des électrons se fait bien sûr par les transporteurs de la chaîne respiratoire. Donc la diminution du taux d'oxygène est due à sa réduction en H2O. Donc il va disparaître. Répondons maintenant à la question 1 petit b. La figure B du document 1 permet d'expliquer la diminution du taux d'oxygène dans la suspension mitochondriale normale par sa réduction en H2O. Ainsi, après l'ajout de TH2, celui-ci entre dans la mitochondrie, subit une oxydation par la chaîne respiratoire, puis ces électrons sont transportés jusqu'à l'oxygène, qui est l'accepteur final des électrons et des protons, qui est réduit en H2O par le complexe C4. Ainsi, la concentration d'oxygène diminue dans la solution. Voyons l'énoncé de la deuxième partie de l'exercice. La mesure de l'activité des différents transporteurs de la chaîne respiratoire des mitochondries atteintes a permis de recueillir les résultats montrés dans le tableau du document 2. Le document 3 montre un schéma résumant les étapes de l'oxydation du glucose par respiration et par fermentation dans la cellule musculaire normale. Voici le document 2 qui montre l'activité des différents transporteurs de la chaîne respiratoire ainsi que le complexe C5 qui représente la sphère pédonculée. Et voici le document 3 qui nous résume l'oxydation du glucose soit par voie aérobie, respiration cellulaire, soit par voie anaérobie, la fermentation. Question 2, petit a. Déterminer, en exploitant le document 2, l'anomalie dont sont atteintes les mitochondries du malade. Petit b. Relier entre les données des documents 2 et 3 et exploiter la figure B du document 1 pour expliquer l'acidose lactique, c'est-à-dire l'augmentation de la concentration de l'acide lactique dans le sang et la faible régénération de l'ATP chez le malade. Exploitons le document 2. Alors, qu'est-ce qu'on constate dans le tableau? D'abord que le complexe C1 a une activité de 280 nanomoles par minute par milligramme, donc il est actif. Le complexe 2, même chose, il a une activité 60, donc il est actif. Le complexe 3, il a une activité de 0.
c'est-à-dire il est inactif. Les complexes 4 et 5 sont tous les deux actifs. Et donc on a les complexes C1, C2, C4 et C5 sont tous actifs, c'est-à-dire ils assurent normalement leur fonction. Seul le complexe 3 est inactif, il n'assure pas sa fonction de transport des électrons et de protons. Et donc l'anomalie se situe au niveau du complexe C3 qui a perdu sa fonction, qui n'assure plus sa fonction. Réponse à la question 2A. D'après le document 2, on constate que l'activité du complexe C3 est nulle, alors que l'activité des autres protéines est non nulle, c'est-à-dire qu'elles assurent leur fonction normalement. On déduit que l'anomalie est située dans le complexe C3 qui a perdu sa fonction normale, c'est-à-dire qu'il ne joue plus son rôle de transporteur des électrons et des protons. Maintenant, exploitons le document 3. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans le document 3? Il faut d'abord se rappeler qu'on a dit que le complexe C3 est inactif. Alors, si le complexe C3 est inactif, il est non fonctionnel, ça veut dire que la chaîne respiratoire va être bloquée, elle va être arrêtée. Il ne va plus fonctionner. Si la chaîne respiratoire ne fonctionne plus, on n'aura plus de formation des transporteurs oxydés, noté ici T. C'est-à-dire il n'y a plus de réoxydation de TH2. Donc TH2 ne sera plus réoxydé en T. Dans les conditions naturelles de la mitochondrie, ça veut dire que NADH+ ne sera plus oxydé en NAD+, et FADH2 ne sera plus oxydé en FAD. Donc les transporteurs réduits TH2 ne sont plus réoxydés à l'intérieur de la mitochondrie, et donc il n'y a pas de régénération des transporteurs oxydés, noté T. Alors s'il n'y a plus de réoxydation de TH2, le cycle de Krebs va être arrêté. Et si le cycle de Krebs s'arrête, l'acide pyruvique ne peut plus entrer dans la mitochondrie. Et donc, arrêt du cycle de Krebs, le pyruvate ou bien l'acide pyruvique n'entre plus dans la mitochondrie. Et donc, dans ce cas, la cellule sera obligée de transformer l'acide pyruvique en acide lactique dans le cytosol pour régénérer les transporteurs oxydés, c'est-à-dire T. Donc l'acide pyruvique subit une réduction dans le cytosol et se transforme en acide lactique pour réoxyder TH2 et régénérer T. Et dans ce cas, l'acide lactique va être rejeté dans le sang, d'où l'augmentation de la concentration de l'acide lactique dans le sang, c'est-à-dire l'acidose lactique. Et ainsi, on a expliqué l'augmentation du taux d'acide lactique dans le sang. Alors, deuxième question, on va la séparer en deux, relier entre les documents, etc., pour expliquer l'acidose lactique. On peut expliquer l'augmentation de la concentration de l'acide lactique comme suit. Puisque le complexe C3 n'assure plus son rôle de transporteur des électrons et des protons, la chaîne respiratoire est bloquée et ne peut plus réoxyder les transporteurs réduits TH2, ni réduire l'oxygène. Ainsi, les transporteurs oxydés T ne sont plus régénérés, ce qui entraîne l'arrêt du cycle de Krebs et empêche l'entrée de l'acide pyruvique dans la mitochondrie. Dans ce cas, l'acide pyruvique reste dans le cytosol où il est réduit en acide lactique. Ensuite, cet acide lactique est rejeté dans le sang, d'où l'acidose lactique. Exploitons maintenant la figure B du document 3 pour répondre à la deuxième partie de la question, c'est-à-dire expliquer la faible régénération de l'ATP. On a dit que c'est le complexe C3 qui est inactif, qui a perdu sa fonction. Alors si le complexe C3 n'est plus fonctionnel, la conséquence immédiate, c'est que toute la chaîne respiratoire va être bloquée. Alors si la chaîne respiratoire est bloquée au niveau du complexe C3, les électrons ne vont plus arriver jusqu'à l'oxygène. Et donc l'oxygène ne sera plus réduit en H2O.
De même, les électrons ne seront plus acceptés par le complexe C3. Donc il y aurait arrêt du transport des électrons depuis NADH+ jusqu'au complexe C3. Donc arrêt du transfert des électrons depuis NADH+ jusqu'à l'oxygène, l'accepteur final. Et donc il n'y aura plus d'oxydation de NADH+. Et dans ce cas, les protons H+ ne seront plus pompés de la matrice vers l'espace intermembranaire. Et donc il n'y aurait plus de gradient de protons. Donc arrêt du pompage des protons H+ de la matrice vers l'espace intermembranaire par les complexes C1, C3 et C4, et donc absence du gradient de protons. Et s'il n'y a pas de gradient de protons, les H+ ne vont plus passer par la sphère pédonculée et donc celle-ci ne pourra plus produire de l'ATP. Donc arrêt du fonctionnement de la sphère pédonculée, ou bien l'ATP synthase, et donc arrêt de la production de l'ATP. Répondons maintenant à la deuxième partie de la question B. On peut expliquer la faible régénération de l'ATP comme suit. Quand le complexe C3 devient inactif, le flux des électrons le long de la chaîne respiratoire entre NADH+, c'est-à-dire TH2 dans l'exercice, et l'oxygène est bloqué. Ainsi, les protons ne sont plus pompés de la matrice vers l'espace intermembranaire, ce qui empêche l'apparition du gradient des protons. Par conséquent, la sphère pédonculée, ou bien l'ATP synthase, ne peut plus produire l'ATP. Dernière partie de l'exercice. Dans le but de traiter cette maladie, des chercheurs ont proposé l'utilisation de deux molécules appelées ascorbate et ménadione et ont étudié leur effet sur la régénération ou le renouvellement de l'ATP par les muscles du malade. La figure A du document 4 montre les résultats de ces mesures et la figure B montre l'action des deux molécules sur la chaîne respiratoire. Alors voyons les questions avant de consulter les documents. 3A. Comparer à partir du document 4A l'évolution de la concentration de l'ATP dans les deux cas, c'est-à-dire chez le malade traité et chez le malade non traité. Petit b. Expliquer en vous aidant du document 4B l'évolution de la concentration de l'ATP dans les cellules musculaires du malade traité. Voici la figure A du document 4 qui montre l'évolution de la concentration de l'ATP avant, pendant et après un effort physique chez le malade traité et chez le même malade non traité, en absence de traitement. Et voici la figure B du document 4 toujours qui montre l'intervention de la ménadione et de l'ascorbate au niveau de la chaîne respiratoire. Exploitons la figure A du document 4. Qu'est-ce qu'on constate? Alors comme toujours, on peut ici subdiviser notre graphe en trois domaines, le domaine 1, le domaine 2 et le domaine 3. Alors sur quelle base? On constate que la concentration de l'ATP chez le malade traité est supérieure à celle de la personne non traitée. Donc dans tous les domaines, la concentration de l'ATP chez le malade traité est supérieure à celle du malade non traité. Ensuite, pendant l'effort physique, on voit une forte diminution de la concentration de l'ATP chez le malade traité, alors que la diminution est négligeable chez le malade non traité. Après l'exercice, ou bien l'effort physique, on voit une nette augmentation, élévation de la concentration de l'ATP chez le malade traité, alors que chez le malade non traité, elle reste presque constante, invariable. Alors répondons à cette question 3A. On observe d'après le document 4, figure A, que la concentration de l'ATP chez le malade non traité reste faible et presque constante avant, pendant et après l'effort physique. En revanche, chez le malade traité, la concentration de l'ATP reste élevée avant l'effort physique, diminue nettement pendant l'effort, puis augmente à nouveau après l'effort physique.
Exploitons maintenant la figure B du document 4 pour expliquer le rôle de la ménadione et de l'ascorbate dans la régénération de l'ATP. On a dit que les électrons qui viennent de NADH+ vont passer par le complexe C1 et arriver jusqu'à Q. Et dans ce cas, d'après le document, on voit que Q va céder les électrons à la ménadione. La ménadione va transmettre les électrons à l'ascorbate. Et l'ascorbate va donner les électrons à C. Et ainsi, les électrons vont arriver jusqu'à l'oxygène qui est réduit en H2O. Donc, résumons. La ménadione reçoit les électrons de Q, les transmet à l'ascorbate, qui les transmet à son tour à C. Quelle est la conséquence? C'est que la chaîne respiratoire peut reprendre son fonctionnement presque normal. Donc la chaîne respiratoire peut oxyder NADH+ et réduire l'oxygène sans passer par le complexe C3 qui est inactif. Alors dans ce cas, on va pouvoir pomper des protons de la matrice vers l'espace intermembranaire grâce au complexe C1 et grâce au complexe C4. Et les protons vont réentrer dans la matrice par la sphère pédonculée qui va phosphoryler l'ADP et produire l'ATP. Donc les protons H+ pompés de la matrice vers l'espace intermembranaire par les complexes C1 et C4 uniquement. L'entrée des protons par la sphère pédonculée et production de l'ATP. Répondons à la dernière question 3b. On constate d'après la figure B du document 4 que la ménadione reçoit les électrons de Q, les transmet à l'ascorbate qui les transmet à C et enfin au complexe C4 qui réduit l'oxygène en H2O. Ainsi, la chaîne respiratoire reprend son fonctionnement sans passer par le complexe C3, permettant le pompage des protons et l'apparition d'un gradient de H+. Enfin, l'entrée des protons H+ vers la matrice en passant par la sphère pédonculée ou l'ATP synthase permet la régénération de l'ATP consommé pendant l'effort physique. Voilà, j'espère que la vidéo vous sera d'une certaine utilité et vous aidera à préparer votre contrôle ou votre examen national. Bon courage!